Einstein disait le plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. C'est un peu la réflexion que je me suis faite au fil des années et des décennies, en essayant de préciser ce que je comprenais de la gouvernance, à la voir fonctionner dans les différents continents et à différentes échelles. J'ai eu la conviction, en effet, que seule l'analyse comparative est de nature à prendre ses distances par rapport à nos réalités culturelles prégnantes. Je pense de nouveau à la place de l'État en France, très particulière sur la scène mondiale. Donc à nous détacher de toutes les fausses évidences qu'elle nous impose, en réalisant que non, c'est un accident d'histoire, une circonstance particulière, pour petit à petit se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de commun à tout cela? Et je suis arrivé effectivement à la conclusion que la gouvernance était compréhensible. Je l'ai déjà évoqué à propos des 3 objectifs communs de gouvernance. Je vais maintenant m'attacher à ces modalités structurelles, à ce que j'ai appelé ces 5 principes communs. Ce faisant, je ne prétends pas vous révéler une vérité absolue, mais simplement partager les convictions auxquelles je suis arrivé et qui me servent de grille systématique pour l'analyse d'un nouveau cas de gouvernance auquel je serai confronté. Le premier principe, auquel j'ai déjà eu l'occasion de faire allusion, est celui de la légitimité. Il faut que la population, dans sa grande majorité, et quel que soit le régime politique, ait le sentiment, et j'insiste sur le mot sentiment, la légitimité est une question subjective, ait le sentiment d'être bien gouverné. Une situation où l'on pourrait maintenir une population durablement par le seul moyen de la contrainte, sans un minimum d'adhésion à la manière dont elle est gouvernée, ne serait pas une situation durable. Et j'ai dit aussi, malheureusement, que la démocratie n'était pas une garantie de légitimité. Et que partout dans le monde, il a fallu découvrir ces 20 dernières années, avec beaucoup de résistance, comme vous l'imaginez, que l'égalité démocratique et légitimité d'exercice du pouvoir n'étaient pas la même chose. Et que malheureusement, on était entré dans une situation, pas seulement en France, mais probablement en Europe, ailleurs dans le monde aussi, où, malgré la mise en œuvre de règles démocratiques, les gens, et j'utilise exprès cette expression vague, n'avaient pas le sentiment d'être bien gouvernés. Et donc, de quoi est fait ce sentiment de légitimité? De 5 ingrédients, je crois. Le premier, que les sacrifices demandés à chacun au nom du bien commun, les limitations à sa liberté, le sont réellement au service du bien commun. Et ceci nous obligerait, que ce soit au niveau local ou au niveau national ou au niveau européen aujourd'hui, avec les règles d'unification du marché, à nous assurer que le lien entre ce que nous imposons comme contrainte et l'objectif que nous poursuivions est bien clair. Je vais prendre un exemple très immédiat, ayant trait à l'Europe aujourd'hui. L'unification du marché était le moyen fondamental de construire l'Union européenne.
Pour autant, la manière dont cette unification du marché se décline en règles de plus en plus précises et uniformes sur l'ensemble de l'Europe, les gens ne le comprennent plus. Deuxième élément de légitimité, qui sans doute n'est pas très sensible dans nos villes, mais crève les yeux quand on va, par exemple, en Afrique, et qu'il faut que la société ait le sentiment que les valeurs qui guident la gouvernance sont des valeurs qu'ils comprennent, qui rejoignent la manière dont ça se passe dans une famille, dans un village, etc. C'est l'idée de l'adéquation des valeurs. Troisième élément de légitimité, il faut que les gouvernants soient jugés dignes de confiance. Alors on est habitué à dire, oui, mais la démocratie, justement, tolère un certain cynisme. Justement, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et donc, la propension à l'abus de pouvoir est naturelle à tout homme. N'attendons pas de nos gouvernants d'y échapper, plutôt bâtissons les contre-pouvoirs qui permettent de contenir cela. Il n'empêche que la question, est-ce que les mécanismes de sélection de la démocratie font émerger des élites qui aient qualité aux yeux de la population à gérer cette société complexe que nous sommes devenus, est une question qu'il faut prendre très au sérieux. Très au sérieux. À un moment donné de ma vie, je me suis demandé pourquoi est-ce que les peuples qui gagnent une guerre perdent la paix qui suit, en particulier quand il s'agit d'une guerre intérieure. Et ma réponse est dramatiquement simple. Les qualités pour gagner la guerre sont contradictoires avec les qualités pour construire la paix. Et quand des dirigeants gagnent une guerre, on ne va pas les chasser. C'est là tout le miraculeux des sociétés démocratiques qui ont su renvoyer précisément dans les casernes, une fois la guerre terminée, les militaires. Mais dans toutes les aventures de guerre civile, on voit au contraire que ce sont les mêmes qui restent au pouvoir et qui sont inadaptés. Mais au fond, si on transpose à la lutte politique, à la bagarre pour monter au sein d'un parti, est-ce qu'on est si éloigné de cela? Est-ce que nous pensons réellement que notre mode de sélection de nos élites est adapté à la nature de la gouvernance, aux vertus qu'on attend d'eux pour gouverner? La question vous paraît peut-être provocante, elle mérite d'être posée. Je vous assure que dans les décennies à venir, elle sera posée de plus en plus fermement. Un quatrième critère, mais je m'y étendrai peu puisque je vais l'aborder sur les autres principes, c'est pour qu'une gouvernance soit légitime, il faut simplement que les dispositifs qu'on met en place soient efficaces, soient adaptés aux problèmes qu'on veut traiter. Et vous verrez, quand vous y réfléchirez, que très souvent, ils ne le sont pas. Et enfin, j'ai introduit un critère que j'ai appelé le critère de moindre contrainte. Pour qu'une gouvernance soit légitime, il faut aussi peu de contraintes que possible vis-à-vis de l'objectif qu'on poursuit. Si on accumule les contraintes au nom d'un objectif d'intérêt général, cet objectif lui-même finit par être perdu de vue. Voilà le principe de légitimité. Et j'ajouterai un point très important, le sentiment d'une communauté de destin. On a toujours en tête la gouvernance d'une communauté instituée. On ne pense jamais en amont comment on institue une communauté ou comment on le réinstitue. Deuxième principe de gouvernance, la démocratie et la citoyenneté. C'est très intéressant de regarder les manuels d'école primaire. Le discours avant la Deuxième Guerre mondiale, et a fortiori avant la Première Guerre mondiale, était un discours entièrement centré sur les devoirs. Les devoirs vis-à-vis de la patrie, les devoirs vis-à-vis de la famille, les devoirs. Le monde était peuplé de devoirs.
Après la Deuxième Guerre mondiale, on voit s'imposer le discours sur les droits. Mais dans les deux cas, on a une situation déséquilibrée. La citoyenneté, et ça on le savait bien dans la cité grecque, qui est en principe notre modèle archétype de démocratie, c'était l'équilibre entre droit et responsabilité. Donc il faut impérativement réhabiliter, a fortiori maintenant que le service militaire obligatoire a disparu, que cette idée que le devoir ultime était de pouvoir mourir pour sa patrie, Dieu merci, c'est un peu estompé. Il faut reconstruire une citoyenneté locale, une citoyenneté nationale, une citoyenneté mondiale, fondée sur cet équilibre entre droit et démocratie. Et puis, il faut repenser la démocratie pour faire en sorte qu'elle devienne substantielle, qu'effectivement elle soit un moyen pour une communauté à différentes échelles d'être maîtresse de son destin. Et on en est loin, et par la démocratie représentative et par la démocratie participative aujourd'hui. Quatrième principe, le partenariat entre acteurs. C'est une des variantes du principe de gestion des relations. La gouvernance doit organiser le partenariat entre acteurs publics et privés. Et enfin, dernier principe, lié à l'art de la gestion de la diversité et de l'unité, le partenariat entre échelles de gouvernance. Mais ces deux derniers points feront l'objet de mes exposés suivants. Pardon, j'ai oublié un principe majeur qui fera également l'objet de mes commentaires, c'est l'adéquation des dispositifs aux problèmes poursuivis, ce que j'ai appelé la métaphore du marteau et du tournevis. Si on utilise un marteau pour enfoncer une vis, on casse le mur, et si on utilise un tournevis pour enfoncer un clou, on n'enfonce rien. Et notre gouvernance est peuplée de dispositifs hérités de l'histoire qui sont devenus tout à fait inadaptés au but à poursuivre.